suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au XVIIe siècle, Guillaume III d'Orange et sa femme Marie II acquièrent le domaine de Hetlo. Sur les 650 hectares de parcs et de bois, ils vont créer un jardin exceptionnel, inspiré par les jardins baroques conçus en France à cette époque. Pourtant, au XIXe siècle, le jardin royal est totalement transformé en parc de style romantique. Il faut attendre 1970 pour que l'État néerlandais, qui en fait l'acquisition, décide de lui redonner son aspect d'origine. Depuis 1984, ce jardin qui fait la fierté des Hollandais est ouvert au public. À Hetlo, les plantes et les fleurs venues du monde entier offrent une spectaculaire palette de couleurs. Les parterres constituent non seulement des éléments décoratifs qui attirent les regards, mais également une volonté d'afficher puissance et gloire. Paul Rem est conservateur au musée de Hetlo. Paul, comme de nombreuses histoires de jardins à cette époque, Hetlo démarre avec un territoire de chasse. Tout à fait. Guillaume III et Marie ont construit ce palais en 1686. Ils ont érigé la bâtisse, c'est-à-dire l'habitation entourée du jardin. Jardin privatif de Guillaume III, jardin privatif de Marie, et un grand jardin dont la limite se situe près de ces murs. Là, il s'agit du premier jardin, de petits parterres d'ornements, de belles formes en provenance de France. Puis le couple devient roi et reine d'Angleterre. Le moment est venu d'agrandir les jardins en 1692. Guillaume III fait honneur à la couronne d'Angleterre en prolongeant les jardins avec des parterres de gazon alors très à la mode en Angleterre. Paul, le contexte géopolitique et religieux à cette époque, alors spécialement entre les Anglais et les Français, il est tout à fait particulier. Oui, c'est ce que voulait Guillaume III, car c'était un souverain protestant. Il craignait énormément la puissance de Louis XIV en Europe. Louis XIV était bien entendu très catholique. Il se désignait lui-même comme le roi très chrétien. Guillaume III estimait donc que Louis XIV était trop puissant et s'efforçait alors de réunir les autres rois protestants autour de lui pour créer un nouvel équilibre en Europe entre le nord protestant et le sud plus catholique. Mais d'un autre côté, on sait que Guillaume III admirait beaucoup Louis XIV et le style parisien. C'est pourquoi il a adopté le style français. Donc il y avait des liens en fait aussi, c'est-à-dire que même s'ils s'opposaient, même s'ils étaient concurrents, il y avait des liens très forts entre ces deux pays. Bien entendu. Les beaux projets proviennent de Paris, notamment tout ce qui est mobilier, mais également l'art paysager. Guillaume III a fait appel au savoir-faire de Daniel Marot. L'artiste huguenot était dessinateur à la cour de Versailles. Il s'est rendu au domaine d'Hetlo et là, il a expliqué à Guillaume III comment aménager un palais et un jardin à la française. C'est dans le style français que Guillaume III va puiser son inspiration pour créer ses parterres de broderie. Contre les deux ailes du château, les jardins privés de la reine et du roi sont composés chacun de 3 parterres, d'un boulingrin, un terrain de boules sur gazon côté roi, et d'un berceau de verdure côté reine. Les jardins inférieurs se déclinent en 8 parterres carrés, agencés 2 par 2 et sertis de plates-bandes fleuries.
Les jardins supérieurs se divisent en plusieurs parterres de gazon découpés et de prairies. Un alignement de grands chênes cernés d'un double canal sépare les deux jardins. Enfin, une colonnade clôt la perspective et guide le regard vers le parc contigu. Au XVIIe siècle, les Pays-Bas sont une grande puissance qui sillonne les mers du globe. De retour de leurs expéditions, les bateaux approvisionnent le jardin en plantes exotiques inconnues en Europe, comme les passiflores et les amarantes. Renske Eck est la conservatrice des jardins de Hetlo. Et alors cette grande diversité de plantes, là, toutes celles qu'on a sous les yeux, les unes derrière les autres, c'était déjà un motif de pouvoir pour Guillaume III. Oui, en montrant ces plantes, belles, rares et exotiques, on comprenait qu'il connaissait ce qui existait dans le monde, qu'il était instruit. Les nouvelles espèces qui venaient d'arriver et que l'on étudiait encore poussaient déjà dans son domaine. Donc, ce n'était pas seulement une personne riche et puissante, c'était aussi une personne savante. Il savait dans quel secteur se développait la science, en particulier au XVIIe siècle, lorsque ce développement a été très important. Et au XVIIe siècle, comment on les rapporte toutes ces plantes jusqu'aux Pays-Bas? Les Pays-Bas avaient à l'époque une compagnie des Indes orientales, puis plus tard une compagnie des Indes occidentales. Les Pays-Bas réalisèrent ainsi les premières importations de nouvelles espèces de plantes qui venaient d'Orient, d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Guillaume convoitait la direction de la Compagnie des Indes orientales, car son directeur avait à cette époque beaucoup de pouvoir et d'influence. Lorsque les plantes arrivaient aux Pays-Bas, Guillaume voulait être sûr d'avoir sa part. Mais c'était un long voyage à partir de l'Asie, de l'Afrique du Sud ou de l'Amérique du Sud. Et beaucoup de plantes ne survivaient pas, même si certaines y parvenaient. Comme par exemple ce tabac. Oui, le tabac. Le Nicotiana tabacum était déjà connu au Moyen-Âge pour ses propriétés médicinales. Mais il y avait aussi de belles fleurs qui, après le coucher du soleil, commencent à sentir vraiment très bon. Il faut savoir que le jardin était aussi un lieu théâtral. Lorsqu'on se promenait ici, il fallait voir, mais aussi être vu. Les gens qui visitaient le jardin disposaient d'un certain statut social. Les jardins devaient être aussi beaux que possible. Et puis, il y avait les odeurs, le bruit de l'eau et parfois des feux d'artifice. Pour enrichir ses collections, Guillaume III fait planter 230 variétés d'agrumes, dont certaines sont extrêmement rares. L'oranger amer, ou bigaradier, est également appelé citrus en latin. À Hetlo, comme dans toutes les cours européennes, cet arbre qui peut vivre très longtemps est tout à la fois symbole de richesse, de pouvoir et de continuité. Il est fréquent de voir les boutons des orangers fleurir alors même que les fruits finissent tout juste de mûrir. Les arbres se parent alors de couleurs orange et blanche qui illuminent les carrés du jardin au début du printemps. Martin Bovmester est jardinier en charge des citrus au jardin de Hetlo. Aux Pays-Bas, les agrumes ne deviennent pas très gros. Notre climat tempéré est peu favorable pour la taille et la maturité des fruits. Le Canaliculatum que vous voyez là est l'un de nos arbres les plus âgés. Il est âgé de 300 ans. Ce sont des arbres quand même qui ont connu toutes les vicissitudes de l'histoire de Hetlo. Probablement les seuls matériaux vivants qui sont encore là aujourd'hui, quoi.
Eetlo a connu beaucoup de changements, mais le citrus a survécu. On peut en ramasser une là, Martine? C'est possible? Ouais. Je vais prendre celle-là, parce qu'elle m'a l'air assez typique. Tac. Ça, c'est pas du tout, notre orange du commerce. Hein. Et puis surtout, elle porte ce nom-là, notamment grâce à cette... Citrus aurantium, ou canaliculatum. C'est l'orange amer. Il comporte une petite corne, et il n'est pas comestible. Elle est vraiment trop acide et âpre. Et cette orange ne sert finalement que pour faire de la marmelade. Ah bon? Ça va? C'est pas génial, non? Non, c'est pas génial. Très sucré, ça doit passer, mais là, comme ça, c'est pas extraordinaire. Mais pour faire de la confiture, elle est bonne. Elle a une belle peau bien épaisse. Et elle sent bon. Ah ouais, Martine? Non. Et Martine, comment vous gérez des trésors comme ces arbres? Parce que ça fait quand même plusieurs siècles qu'ils sont ici. Ils peuvent mourir à tout moment. Vous êtes obligé de les bichonner. Est-ce que vous essayez de conserver leurs gènes? Je ne sais pas, est-ce que vous les greffez? De temps à autre, il faut éliminer des parties de la plante. Comme on fait pour la culture des bonsaïs. On force l'arbre à rester petit. On obtient de toutes petites pousses et ainsi l'ensemble se développe de manière trapue. C'est pourquoi il y a lieu de façonner l'arbre en fonction de son bac. Alors Martine, cet arbre-là, il a plus de 3 siècles, mais il peut encore survivre 2 siècles. Du coup, il va vous survivre. C'est-à-dire que vous avez une responsabilité particulière. Moi, je ne suis là que temporairement. J'aurai la chance de pouvoir faire mon travail ici pendant une trentaine, voire une quarantaine d'années. C'est agréable, car je fais quelque part partie de cet arbre. Celui-ci pourra peut-être encore vivre 200 à 300 ans. Donc c'est chouette que j'ai le privilège de m'occuper de lui. Comme tous les orangers, les citrus sont mis à l'abri chaque hiver, ce qui contribue à leur exceptionnelle longévité. Les jardins ont été entretenus pendant 2 siècles après la mort du couple royal. Mais au XIXe siècle, le changement va être radical. Quand Louis-Napoléon, un des frères de Napoléon Ier, devient roi de Hollande, il établit sa résidence d'été à Eetlo. Il fait recouvrir d'une épaisse couche de terre les jardins inférieurs et supérieurs pour réaliser un jardin paysager et irrégulier, alors à la mode. Ce tulipier de Virginie, provenant du jardin de Louis-Napoléon, est l'un des quelques arbres de l'époque à avoir été conservé. Pour remettre les jardins dans leur état d'origine, il faut attendre que le palais de Eetlo devienne musée national en 1970. Tout a été reconstruit, redessiné, replanté sur la base de documents d'époque. Ce qui est fou et ce qui est vraiment typique de l'histoire de Eetlo, c'est que vous décidez de soumettre la reconstruction du jardin à un idéal du XVIIe, et l'idéal, c'est le plan qu'on a là. C'est-à-dire que c'est à partir de ce plan que vous reconstruisez tout le jardin, à l'identique. Oui, cette carte de von Staden a servi de base pour la reconstruction complète. Ces motifs ont été reproduits dans les jardins. Dans les années 1980, ils ont agrandi ces schémas et les ont projetés sur un mur. Ils les ont ensuite décalqués sur de grandes feuilles de papier, puis ils sont allés dans le jardin, les ont posés sur le sol et fixés avec des bâtons. C'était un travail laborieux. Imaginez à quel point ça pouvait être difficile quand ils l'ont fait au XVIIe siècle. C'est inimaginable. Le souci du détail est une préoccupation majeure pour tous les jardiniers de Eetlo. Ils considèrent les plantes et les fleurs comme des pièces de collection.
Willem Zieleman est jardinier en chef. Il s'applique à perpétuer les floraisons des jardins d'origine. Nous essayons d'avoir le jardin fleuri tout au long de l'année. Donc ici, nous avons des plantes estivales, des fleurs, des tulipes au printemps et bien d'autres plantes. Il y a des plantes originaires de différentes parties du monde. La scilla est originaire du Mexique. La cisterès vient d'Europe du Sud. Et l'amaranthus vient d'Asie. Et là, on a la fleur de la passion qui vient de fleurir. Il y a presque 20 cm entre chaque plant. Il fallait en effet montrer la plante de manière à ce qu'on puisse la contempler de tous les côtés. Et élément vraiment typique du jardin néerlandais, il fallait que tout soit extrêmement bien rangé. Il y a donc beaucoup de variétés différentes, de plantes spéciales et chères. Il fallait toutes les exposer pour pouvoir en discuter. Les discussions sur les plantes, c'était vraiment une chose importante. Cette clématite-là, c'est typiquement une plante du XVIIe siècle, avec sa forme double. Il en existe une dizaine, mais une seule qu'on peut contempler ici. La clématite était connue depuis bien longtemps. Il est fantastique de les voir ici, après 300 ans. Mais alors surtout, vous la faites pousser juste à côté d'une capucine qui, elle, a tendance à rester à 40 cm au-dessus du sol. Donc il y a vraiment des écarts énormes, quoi. Il faut bien entendu pouvoir voir le jardin dans son entier. Le but n'est pas de planter un grand écran végétal qui empêcherait de voir l'ensemble du jardin. Les fleurs sont cultivées dans la pépinière du domaine avant d'être replantées dans le jardin. Francine et John sont les fleuristes permanents du château. Ils viennent ici faire leur cueillette une fois par semaine pour la décoration intérieure. Vous pouvez les couper vous-même? Ouais. Et moi je les récupère. Donc là, vous les coupez quoi, à 30 cm du sol, c'est ça? Oui, en effet. Là, on a deux variétés de tournesol. On a un tournesol un peu plus clair, puis là, le tournesol qu'on connaît, qui pousse dans nos jardins. Et alors là, tout ce que vous cultivez ici, John, correspond à des semences qui datent du XVIIe. Oui, il s'agit de fleurs du XVIIe siècle que nous cultivons spécialement pour les bouquets exposés dans les chambres de cette période. Nous nous procurons ces graines en Angleterre car les semences dont nous avons besoin dans les jardins ont parfois disparu. John, il y a une grande diversité de plantes dans cette pépinière. Qu'est-ce que vous y cultivez? De ce côté se trouvent beaucoup de plantes annuelles. Les spécimens de couleur orange, ce sont des œillets d'Inde. Et là, vous voyez des chrysanthèmes, qu'on appelle les astères. Et là, des révésias. Ils sont magnifiques, là. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces tournesols là? Nous les posons dans des seaux. Et une fois qu'ils seront tous remplis, nous les porterons au palais. Ils seront déposés dans notre atelier afin d'être mis en bouquet. Ok, d'accord. Marie de Stuart adorait les fleurs et en décorait toutes les pièces du château. Aujourd'hui, pour orner son boudoir comme les salles du château, 30 à 35 bouquets baroques sont confectionnés chaque semaine. Je l'enlève avec précaution. Et voilà. Nous allons poser le nouveau bouquet sous un tableau du XVIIe siècle. Mais si vous regardez bien, vous verrez des pivoines qu'on n'a pas encore en été. Donc on les a remplacés par des tournesols. Donc Francine, ça c'est encore une fois un outil pour pouvoir faire vos bouquets.
Oui, ces tableaux représentent pour nous une source d'inspiration, car il nous permet de connaître les variétés de fleurs utilisées à l'époque, au XVIIe siècle. On observe des variétés différentes, la digitale, l'œillet d'Inde, la pivoine, mais en réalité ce n'est pas du tout possible, car il y a un mélange de fleurs de saison complètement différentes. Et dans la pratique, ces fleurs ne peuvent fleurir toutes en même temps. De surcroît, le peintre mettait tellement de temps pour finir son œuvre qu'à chaque saison, il voyait des fleurs correspondantes qu'il incorporait dans le tableau en cours. Mais la réalité était vraiment tout autre. En revanche, c'est chouette d'avoir ces tableaux comme source d'inspiration. Nous utilisons ces fleurs en ce moment, et pour les autres saisons, on utilisera d'autres fleurs. L'importance que Marie II Stuart et Guillaume III accordent au jardin se retrouve jusque dans la décoration intérieure du château. Je peux vous montrer un élément très spécial de ce côté. Au XVIIe siècle, de l'intérieur, le regard portait vers l'extérieur, avec les fontaines, les statues, les merveilles du jardin. Mais ils ont également essayé de faire rentrer l'extérieur à l'intérieur, d'en faire un ensemble, de relier les deux. On peut voir ça avec cette magnifique porte dorée. Par exemple, on peut voir les orangers, si importants pour Guillaume et Marie, et aussi les feuilles d'acanthe. C'est un symbole très important. Et vous trouvez beaucoup de représentations de ces fleurs dans de nombreux endroits du palais. Et on peut aussi retrouver ici beaucoup de fleurs exotiques qu'aimaient tant Guillaume et Marie et qui étaient exposées dans le jardin. On a parlé des acanthes sur la porte dorée, mais on les trouve partout dans le palais, notamment sculptés sur les rampes et représentés sur les peintures murales. Dans l'escalier principal menant à la salle d'audience, l'extérieur rentre à l'intérieur, avec de véritables trompe-l'œil, apportant surtout une ambiance très exotique. Tout a été conçu par Daniel Marot, lorsque le palais a été agrandi au moment où Guillaume est devenu roi d'Angleterre. Il a également fait peindre à l'intérieur les fleurs que le couple aimait tant. Alors, même lorsqu'il ne faisait pas beau à l'extérieur, Guillaume et Marie pouvaient encore et toujours profiter de l'exposition de leurs fleurs favorites. Le couple aimait particulièrement les tulipes, les pavots, les pivoines et les tournesols. Préserver le dernier jardin baroque des Pays-Bas est une préoccupation majeure à Eetloo. Les 17 jardiniers doivent entretenir au millimètre près les dessins des parterres. Ils utilisent pour cela des outils d'une grande précision et se calent sur des voliges en acier qui les guident et leur évitent toute forme d'erreur de découpe. Il y a une plante qui n'était certainement pas là au XVIIe et que vous utilisez aujourd'hui, qui n'est pas du tout typique du jardin baroque. Là, vous utilisez le lilex, c'est ça, un petit hou. Le grand drame des jardins européens, comme de la plupart des jardins baroques en Europe, c'est la maladie du buis. Ici, chez nous, la maladie est arrivée en 2008. Petit à petit, toutes les haies de buis en ont été victimes. C'est un gros souci, car nous disposons d'environ 27 km de haies de buis. Il a donc fallu chercher un substitut au buis. Nous avons procédé à de nombreux tests. Nous avons songé au buis japonais et avons essayé 20 à 30 variétés. Et finalement, c'est cette variété, Ilex crenata, qui semble pouvoir faire l'affaire. Elle ressemble beaucoup au buis. En revanche, je ne peux pas prédire l'avenir et ne saurais pas vous dire comment ces plantes se porteront d'ici 4 ans. Il s'agit d'un projet tout nouveau.
Je ne connais pas d'autres jardins qui ont fait l'expérience. La France nous suit de près, comme d'autres pays, car ce souci avec le buis existe partout en Europe. Tout le monde doit affronter ce problème. Mais chez nous, ça a l'air de bien se passer. Les jardins reconstruits en 1984 représentent un exemple fastueux de ce que pouvait être un jardin baroque hollandais au XVIIe siècle. Il faut désormais laisser le temps à la végétation de s'étoffer, aux statues et aux fontaines de se patiner, pour que le jardin révèle pleinement son charme et son authenticité.